qui m'a donné de l'espoir en montrant qu'avec des scénarios très ambitieux en matière de prise de conscience, en matière d'action, on arrivait à faire qu'un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphanie Gérifaut et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Parpaing et Sac à main, le podcast qui met en lumière des femmes ayant des métiers atypiques ou plus classiques dans un secteur parfois jugé très traditionnel, le bâtiment. Au détour de conversations, découvrez avec moi leur quotidien en tant que femme, chef d'entreprise ou salariée, leur parcours, leur vision du secteur, leurs challenges, leurs doutes et leurs réussites. Allez, stop! Découvrons sans plus attendre cette nouvelle conversation de Parpaing et Sac à main. Aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Si vous êtes en voiture, je vous propose de faire un petit tour de pâté de maison supplémentaire. Et si vous faites votre running, s'il vous plaît, ralentissez la course pour retarder votre arrivée et écoutez l'épisode dans sa globalité. Car oui, désolé, aujourd'hui l'épisode est un peu plus long. Il est plus long parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Alexandra Mathiolon du groupe Serfim. Alors c'est un groupe lyonnais spécialisé entre autres dans les travaux publics et qui depuis quelques années a occupé différents postes au sein de ce groupe-là, du groupe Serfim, dont DGA, DG et pour finir présidente directrice générale depuis ce tout début 2023 où son père Guy Mathiolon lui a complètement laissé les rênes. Alors oui, si vous êtes du secteur et en plus lyonnais, vous avez sûrement entendu parler d'Alexandra. Mais au-delà de cette empreinte territoriale très forte, j'avais forcément de nombreuses questions autour de cette passation. Et comment on fait quand on cumule aussi différentes étiquettes, jeune femme, jeune maman, fille de, et que l'on prend toutes ces responsabilités tout en gardant authenticité, simplicité et conviction. Oui, nous parlerons de conviction, avant tout personnelle, tournée sur l'écologie et le respect de notre planète, et donc par conséquent, comment on impulse cela à l'ensemble de ses collaborateurs? Comment, en tant que dirigeante, on essaye aussi d'agir et de faire évoluer son entreprise en ayant bien entendu un impact sur les villes de demain et plus globalement un impact plus vertueux au sein de la société et des territoires. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse place à cette nouvelle conversation avec Alexandra Mathiolon. Bonjour Alexandra. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de m'accueillir. Avec plaisir. Et d'avoir répondu si spontanément à cette interview. En tout cas, j'en suis ravie. Moi aussi, c'est un plaisir. Pour démarrer, est-ce que vous pourriez en une phrase vous présenter ? Alors, je suis Alexandra Mathiolon, je suis présidente directrice générale de Serfim et j'ai 33 ans et je suis maman de 2 enfants. Des jeunes enfants, de ce que j'ai compris. Exactement. Alors, avant de rentrer justement sur votre poste et on va dire votre quotidien, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, non mais concrètement avec Alexandra, est-ce que c'était écrit dans le marbre tel Harry Potter que depuis que vous étiez toute petite, vous alliez reprendre et piloter l'entreprise de votre père, donc Guy Mathiolon, qui donc a été DG de Serpollet et PDG du groupe Serfim. Et Serpollet qui a quand même 150 ans, c'est bien ça ? 150 ans en 2025. D'accord. Donc une grosse fiesta qui se prépare, je présume. Exactement. J'allais le dire. Alors non, c'était pas écrit en tant que tel. Ça s'est façonné finalement assez naturellement au fil du temps, de par mon intérêt, de par les métiers, de par les personnes et voilà les hommes et les femmes de l'entreprise Serfim. Et vraiment au fil de mon parcours, il n'y a jamais eu de pression familiale en tant que telle autour de ces sujets. Un partage sur l'entreprise, mais toujours des vies d'enfants finalement, d'adolescents, d'étudiants, quand même malgré tout un peu à part de l'entreprise et en même temps évidemment de la découverte par des chantiers, par de tous les enjeux et puis de toute cette convivialité finalement à l'entreprise. Et mon projet s'est précisé au cours de mes études, voyant mon engagement environnemental et le lien avec tous les métiers de Serfim qui sont, j'y reviendrai, mais directement soit au service de l'environnement, soit au service de ces grandes transitions. Et ça m'a vraiment parlé de rejoindre le groupe pour cette raison-là et puis pour préserver l'indépendance. Alors, j'avais vu que vous aviez quand même grandi dans un univers de femmes à responsabilité, notamment avec une grand-mère ou arrière-grand-mère plutôt, qui avait dirigé pendant une quinzaine d'années l'entreprise familiale de transport. Est-ce que, du coup, elle vous a aussi laissé quelques traces ? Alors oui, il y avait quand même j'allais dire, ces femmes à responsabilité dans l'entreprise sur différentes personnes. À la fois cette arrière-grand-mère
grand-mère qui a dirigé l'entreprise de transport, qui est une entreprise familiale historiquement, et qui a dû montrer forcément une force de caractère importante pour s'imposer d'autant plus dans ce milieu-là, notamment à l'époque. Puis j'ai aussi une grand-mère maternelle dans un tout autre secteur qui avait un bouchon lyonnais. D'accord. Et qui avait aussi une personnalité atypique, marquée, et qui m'a aussi montré que on pouvait avoir de la force de caractère, on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire en tant que femme, et du coup assez naturellement c'est venu à voix. Je pense qu'aujourd'hui on peut aussi être soi-même, mais c'est vrai que c'est des parcours qui m'ont marqué. Alors justement, en étudiant votre parcours, et vous le mentionniez tout à l'heure, il est clair que l'environnement, l'écologie, la transition énergétique, alors peut-être pas au début, mais semble avoir guidé les 2/3 de votre parcours. À quel moment vous avez eu réellement ces convictions et pourquoi ce sujet semble-t-il si profondément ancré en vous ? Alors elles se sont vraiment forgées au fil du temps. Déjà effectivement de manière générationnelle avec une prise de conscience malgré tout de la consommation énergétique, et ça je pense que c'est vraiment commun à ma génération où on sentait quand même une prise de conscience. Et puis c'est vrai que par le biais de mes études tout d'abord, aux mines de Saint-Étienne, d'abord je me suis intéressée à là où je voulais avoir de l'impact. J'ai d'abord regardé l'angle sur la question sous l'angle de l'efficacité énergétique du bâtiment, travaillant chez Cofeli pendant une période. Ensuite à l'Imperial College, vraiment une envie de me spécialisée sur le sujet, et donc je suis allée à Londres pour trouver vraiment de l'expertise, du savoir-faire et du partage, je dirais vraiment à un niveau international sur le sujet. Et j'ai travaillé notamment sur la notion de la ville intelligente, de la smart city, qui est vraiment quelque chose qui m'intéresse toujours aussi beaucoup, et comment on rend ces villes finalement résilientes avec de la data, de la tech, mais pas que, en fait, aussi beaucoup de bon sens. Et puis cette prise de conscience, je l'ai prise d'abord sous un angle très ingénieur, très pragmatique, avec la question du carbone, et du coup une envie de m'intéresser aux énergies renouvelables fortement au départ. Et de fur et à mesure, en rejoignant l'entreprise, j'ai aussi rejoint quelques années après la Convention des entreprises pour le climat, qui est une initiative qui m'a beaucoup marquée, car elle m'a permis vraiment de me réouvrir finalement à l'ensemble des limites planétaires autour de l'enjeu du climat, mais aussi autour de l'eau, l'enjeu de l'eau, des déchets, de la biodiversité. Et notamment, il y a eu une intervention au tout début de ce parcours-là, donc de la Convention des entreprises pour le climat, qui était une forme de formation de 12 jours pour les dirigeants, accompagnés d'un Planet Champion. On a démarré par une intervention de Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du premier rapport du GIEC, qui était sorti du coup à peu près en septembre 2021, qui avait fait évidemment le constat des rapports du GIEC qu'on connaît, je pense, de plus en plus. En tout cas, je l'espère. En tout cas, sinon, je vous invite à vous intéresser à ces conclusions qui précisent vraiment, évidemment, l'impact humain sur le dérèglement climatique. Et donc, elle a évidemment présenté de manière très claire ces constats scientifiques, mais aussi qui m'a donné de l'espoir, en montrant qu'avec des scénarios très ambitieux en matière de prise de conscience, en matière d'action, on arrivait à faire qu'un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Moi, j'avais eu un bébé le 8 mars 2021, donc journée des droits de la femme. Mon fils est particulièrement malin. Et c'est vrai que ça m'a parlé. J'avais un bébé de 6 mois, elle me dit ça, et je me dis, ça me donne de l'énergie pour me dire que c'est possible et qu'on peut se mobiliser, qu'il y a un monde futur où on peut faire la différence collectivement. Bon, par contre, je vous cache pas qu'il faut vraiment se mettre autour de la table. Et c'est vrai que cette prise de conscience, notamment grâce à la Convention des entreprises pour le climat et finalement aussi beaucoup de mes collaborateurs qui me montrent en fait cette énergie-là, qui me soutiennent aussi dans ça, de par les bilans carbone, de par l'impact de nos métiers, ça me donne une énergie aussi incroyable et profondément ancrée. Alors justement, donc là vous m'avez donné un peu les fondements de vos convictions. Est-ce que ça faisait déjà aussi partie de l'ADN de la société, de l'ADN de votre papa ? Cet impact en fait qu'une société, une société au sens juridique du terme, peut avoir dans la société de manière plus globale. Alors tout à fait, Serfim a plutôt été précurseur en la matière, notamment par rapport aux métiers de l'environnement. La dépollution et le recyclage, c'est des métiers qui respectivement dans le groupe ont 40 ans et 30 ans d'ancienneté. Donc on voit qu'en fait on a pris ce sujet notamment de la dépollution vraiment au début d'une prise de conscience environnementale, et on a développé l'ensemble des métiers au service de l'aménagement durable des territoires. Et c'est vraiment ce que je souhaite aujourd'hui perdurer et même renforcer et accélérer. On a cette base-là très solide, où on a des métiers directement au service de l'environnement, comme je le disais,
mais aussi des métiers des travaux publics qui sont profondément au service des transitions. Quand on électrifie les usages, quand on contribue à la mobilité électrique, quand on protège les réseaux d'eau en rénovant des canalisations, quand on développe le chauffage urbain, on est profondément au service finalement des transitions environnementales. Et aujourd'hui, je souhaite accélérer dans les choix de métiers déjà qu'on fait, et ça c'est vraiment crucial pour moi. Donc comme je le disais, développer le chauffage urbain, développer aussi les énergies renouvelables, développer aussi le traitement des eaux et des effluents et travailler plus largement sur le grand cycle de l'eau qui est un enjeu majeur et très présent dans l'actualité. Et puis aussi dans la manière dont on fait nos métiers. Donc là, vraiment d'accélérer aussi par le bilan carbone, qui est réalisé aujourd'hui dans toutes nos filiales, qui permet d'avoir une bonne idée des ordres de grandeur et de travailler sur les bons sujets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on manque de pédagogie. Il faut faire envie sur l'environnement. Il faut donner les bons ordres de grandeur pour définir les bons plans d'action. Donc, on a quand même besoin des bilans carbone, qui est qu'une partie et qui travaille uniquement sur l'angle carbone, mais qui permet quand même de poser les bases. C'est plutôt des choses qui commencent à être bien intégrées dans les entreprises de travaux publics. C'est aussi assez facile à calculer, même s'il y a des fortes incertitudes. Ouais. Par rapport à d'autres sujets qui sont plus complexes, comme la biodiversité, comme l'eau ou les déchets. Mais pour autant, je pense qu'on arrive à vraiment embarquer les équipes sur ces sujets-là, sur ces nouveaux métiers. Donc, on va dire que j'accélère fortement sur le sujet, sur la base de métiers qui sont assez formidables et d'équipes qui sont hyper engagées. Alors, pour rebondir justement sur ce que vous venez de dire, quand je l'observe en fait de ma toute petite fenêtre, je m'aperçois qu'effectivement, vous arrivez à emmener tous vos collaborateurs, donc je crois que vous êtes plus de 2500, vers un cap, alors que pourtant, on peut dire quand même que vous cumulez quelques étiquettes, on pourrait même appeler ça des stéréotypes. Vous êtes une femme, vous êtes jeune, vous êtes fille de, vous êtes ingénieur, vous êtes partie à l'étranger, dans un cabinet de conseil en stratégie. Bon, bref, c'est quoi la recette pour emmener, alors vous nous avez donné quand même quelques briefs par rapport à ça et le sens que vous donnez à l'entreprise, mais c'est quoi vraiment votre recette pour arriver à embarquer en si peu de temps, tout compte fait, tous ces collaborateurs? Alors aujourd'hui, on est 2800 quasiment chez Serfim et c'est vrai que dire qu'on a embarqué 100%, je ne suis pas sûre parce que dans un groupe, l'idée c'est forcément qu'il y ait des gens qui soient très moteurs, des gens qui s'intéressent de plus en plus au sujet et puis des gens qui ont moins envie et c'est complètement normal et je pense qu'il faut vivre sereinement par rapport à ça. Donc peut-être pas 100%, mais j'espère en tout cas montrer un cap avec une ambition qui est forte et avec encore beaucoup à faire, je tiens à le préciser parce que c'est important pour moi d'être très alignée. Je sais qu'on est quand même malgré tout au début de l'histoire et de la transformation de nos entreprises. Je pense que par rapport à la situation du monde, il y a encore un paquet de choses à faire, mais on va y arriver. Et pour embarquer, pour moi, il faut faire preuve de partage et de communication. D'authenticité. Alors c'est vrai que pour moi, c'est profondément ancré. C'est de par tous les éléments que je vous ai dit sur cette conscience-là environnementale, parce que je lis vraiment ces sujets-là à la question humaine au sens large, en fait. Ce que j'essaye de bien expliquer, c'est notamment quand on déploie fortement la fresque du climat, qui permet justement de faire preuve de pédagogie pour tout le monde et de permettre un peu à tous, de manière ludique, de s'intéresser au sujet. Je pense que c'est important de partager sur ça, d'expliquer, parce qu'en fait, aujourd'hui, on vient tous finalement d'un passé différent, finalement, dont on a tous notre propre histoire et on ne s'est pas tous intéressés de la même manière au sujet. On m'a posé par rapport à ces stéréotypes beaucoup la question de pourquoi ça peut sembler plus authentique. Alors, heureusement, je connais beaucoup d'hommes qui sont fortement engagés par rapport à ces sujets-là, heureusement, parce qu'ils sont nombreux aussi. Mais c'est vrai que, je sais que pour beaucoup de femmes, il y a eu un moment, et je pense aussi pour des hommes, notamment quand on a des jeunes enfants en bas âge, on pense à l'avenir et qu'ils peuvent avoir dans le monde. Actuellement, quand on voit les scénarios d'augmentation des températures, ce qui a un impact qui peut paraître loin, mais qui a un impact considérable. L'augmentation des températures, ça impacte l'ensemble des limites planétaires, notamment l'enjeu de l'eau, qui va être complètement transformé avec des températures. Et forcément, ça fait réfléchir à cette question de nos enfants. Nos enfants au sens large, on peut en avoir ou pas en avoir. Pour moi, c'est la question de l'avenir, la question du progrès social qui est là en jeu. Donc, je pense que c'est pas par rapport à ces stéréotypes, j'allais dire, pour moi, c'est ni un plus ni un moins, c'est une réalité, c'est un fait. Je pense que c'est aussi, j'espère, et je pense que c'est le cas, une chance aussi pour une entreprise, notamment pour les entreprises familiales qui passent des caps de génération aussi. C'était la volonté de mon père
de pas faire les années de trop, de préparer la transmission. Il a été pour le moment très exemplaire dans la matière et pour le moment, et je pense que ce sera une réalité, c'est assez incroyable et j'ai beaucoup de chance par rapport à ça. Oui, c'est pas toujours facile pour les chefs d'entreprise de lâcher le bébé, aux deux sens du terme d'ailleurs, comme ça. Et j'ai l'impression que cette transition, pareil, vue de l'extérieur, elle s'est faite, alors elle a sûrement été préparée, mais elle s'est faite quand même de manière assez naturelle et on sent une pleine confiance d'avoir laissé, en plus je crois en tout début d'année, donc maintenant voilà, vous avez le poste de présidente. Alors c'est pas facile, on a l'impression que ça accroche, présidente, directrice générale. Ça prouve que c'est pas si naturel que ça, ce terme. Si on en revient aussi sur ce secteur du bâtiment, vous avez subi un peu ce côté fille de... Oui, vous êtes gentille, Alexandra. Est-ce que vous pouvez me passer votre papa, s'il vous plaît? Très peu. Oui, non, d'accord. Vraiment très peu. Déjà, en interne, on a beaucoup échangé, on a préparé. Donc, en interne... Ça s'est fait de manière assez fluide. Franchement, très fluide. Beaucoup de partage, beaucoup d'écoute. Je pense qu'il faut arriver aussi et écouter, faire plus de collaboratifs, évidemment. Quand on arrive dans un secteur, on a aussi beaucoup de métiers en lien avec le BTP, en lien avec l'environnement. Et donc, il faut forcément être à l'écoute des spécificités de nos métiers et de nos équipes. Mais, et puis à l'extérieur, quasiment pas. Alors, mon père m'avait raconté quelques anecdotes où des personnes, des dirigeants d'entreprise lui disaient que c'était un petit peu fou de passer la main à sa fille, qui était par ailleurs relativement jeune, même si comme tout le monde, ça va changer. Mais voilà, on sentait qu'il y avait quelques personnes que ça dérangeait un petit peu plus. Oui. Puis c'est toujours plaisant parce qu'après, quelques temps après, quand il voyait que ça marchait plutôt bien, elle lui disait c'est pas si bête. Et puis là, aujourd'hui, on n'en manque pas d'exemples. Tu as bien fait de pas m'écouter. Voilà, mais il y en a plein d'exemples de reprises familiales, notamment de filles on va dire, sûr. Et qui se passent très bien. Très bien, j'allais dire presque plus parfois dans le bâtiment que dans le TP, mais il y en a aussi dans les travaux publics. Et pour moi, c'est un plaisir de voir que ça se généralise un peu. Alors, généraliser, c'est peut-être un peu fort. Un grand mot. Fort. Voilà, donc on a toujours quelques personnes qui peuvent avoir envie de voir le père, mais on va dire ça se gère très très bien. Il n'y a pas de problème dessus et ça reste très anecdotique aujourd'hui. C'est aussi, j'allais dire, il faut aussi que le dirigeant qui passe la main soit exemplaire et ça c'est le cas. Autre question. Selon vous, que faire pour améliorer la féminisation du secteur? Alors, on peut faire des parallèles avec l'informatique ou d'autres métiers, mais au-delà, des politiques de recrutement que l'on voit dans pas mal de structures, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller, j'ai envie de dire même carrément à l'origine de tout ça et combattre peut-être les biais genrés, l'espèce de conditionnement un peu sociologique dans lequel on est, et peut-être aussi moi la première qui est une fille qui est en 3e et où j'ai l'impression que indirectement, c'est pas forcément spontanément sur les métiers du bâtiment qu'on échange. Alors je parle pas non plus d'autres métiers plus stéréotypés féminins. J'ai l'impression que c'est très ancré aussi dans notre culture, dans notre façon de penser. Et je me pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire en fait à la source de tout ça. Alors je sais pas si vous avez un élément de réponse, mais peut-être quand même déjà des idées sur le sujet. Oui, j'ai quelques idées sans avoir toutes les clés. Et puis j'y pense beaucoup parce que j'ai la chance d'avoir une fille et un garçon, donc forcément ils sont très jeunes, donc je vois pas trop, heureusement à ce stade, on est encore dans les âges moins de 4 ans tous les deux, donc on a quand même moins de stéréotypes qui sont marqués, mais j'y réfléchis en fait pour moi sur la question de l'égalité femmes-hommes et notamment dans l'éducation. Ce qui est important en fait au-delà des secteurs et des intérêts qu'ils peuvent avoir, c'est de surtout s'assurer que tout le monde se sente capable d'aller dans n'importe quel secteur. Pour moi, c'est vraiment la clé de se dire qu'il n'y a pas de blocage dans un secteur, qu'une femme est capable autant qu'un homme d'aller dans n'importe quel secteur et que ce soit le plus naturel possible. Et vous pensez, que le bâtiment est justement un secteur sur quasiment tous les métiers où les femmes peuvent travailler au même titre, parce qu'il y a quand même aussi une grosse part quand même de métiers assez physiques, il faut être assez clair. Alors, je vais être très honnête, aujourd'hui, on a une féminisation sur les chantiers chez Serfim qui est aujourd'hui trop peu importante. Dans nos métiers de l'environnement, on a beaucoup plus de femmes, que ce soit sur le recyclage et la dépollution, aussi sur des métiers de terrain. On a plus de femmes sur ces métiers-là, peut-être aussi en lien avec un intérêt aussi des femmes d'aller dans ces métiers de l'environnement. Pour moi, ça passe par beaucoup de choses, mais notamment, on parle de l'éducation et en fait, à quel point on arrive à aller de plus en plus, finalement, à aller très jeune, expliquer l'ensemble des possibles, le champ des possibles aux petites filles comme aux petits garçons. On essaye de s'impliquer assez jeune et je pense qu'une des clés, c'est quand même le collège
Ouais, d'aller dans les collèges et justement parler et de l'entrepreneuriat et aussi des métiers. Exactement. On a participé récemment à une initiative qui s'appelle Viva Fabrica. D'accord. Qui était sur le secteur industrie au sens très très large, notamment avec les métiers des travaux publics qui étaient représentés aussi, notamment par notre présence. L'idée, c'était vraiment d'aller pas faire la promotion en tant que telle d'une entreprise, mais d'avoir un vrai salon de présentation des métiers et pour que les jeunes viennent échanger. C'est un public très jeune. Par exemple, présenter à une centaine de jeunes autour de moyenne d'âge 15 ans le lien entre leur quotidien et nos métiers pour essayer justement de faire ce lien-là qui est pas toujours évident. Et donc, c'est aussi charge à nous, en tant qu'entreprise, de faire preuve de pédagogie, de donner envie de faire le lien avec leur réalité. Et ça, on voit que ce soit, j'allais dire garçons ou filles, que ça parle en fait. Et on a eu de très beaux échanges. La cible, c'était vraiment collège et lycée. Et je pense qu'il faut aller assez jeune parce que les stéréotypes de genre, ils arrivent jeunes, même très jeunes. Et je pense que là, pour le coup, sur les stéréotypes de genre, c'est notamment la primaire qui est un axe clé. Donc, aller s'impliquer, en tout cas, présenter les secteurs dès le collège au moins. On le fait beaucoup dans les territoires où on est présent, notamment sur Vénissieux. Et ça me tient à cœur aussi qu'on soit présent sur ce secteur-là parce que c'est là où on a notre siège, c'est là où on a beaucoup de nos activités. Ouais, vous êtes ancré fortement. Voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est un gros boulot. Il faut vraiment essayer de garder du temps pour ce type d'initiative. Il faut aussi promouvoir, pour moi, l'alternance, parce que l'alternance, ça peut permettre de passer le cap, on va dire, sur un métier, d'être dans un cadre peut-être un peu plus... Oui, ouvert en tout cas, et de pouvoir tester les choses. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, nous, on a 6% de nos effectifs en alternance, plus de 600 personnes issues de l'alternance, et d'aller aussi encourager les femmes à tester finalement un métier par l'alternance dans ce cadre un petit peu, j'allais dire, plus sécurisé, plus accompagné. Voilà, et c'est vrai que c'est aujourd'hui dans toutes les fonctions. Je pense qu'il faut aussi travailler la question des biens inconscients aujourd'hui est quand même assez essentielle. Moi, clairement, j'ai pas vu de stéréotypes marqués en tant que tel quand je pense à mon expérience. Par contre, des biais inconscients sur des idées préconçues qu'on peut avoir, que ce soit femme ou homme, essayer de les mettre en lumière pour prendre conscience en fait de ça, et notamment par rapport à l'éducation. Je pense que ça évolue dans le bon sens, et je pense que d'avoir quand même malgré tout de plus en plus de femmes dans ce secteur-là, que ce soit dirigeantes, mais vous avez reçu aussi beaucoup d'autres profils très intéressants sur le terrain, à la conduite de travaux, et je pense que ça montre en fait que c'est possible en fait, et la question finalement d'avoir des exemples très concrets, ça marche aussi et ça compte. Oui, vous avez un taux de personnes en apprentissage, que ce soit des jeunes hommes ou des jeunes femmes, assez important. Quel discours vous leur tenez ? Le discours que je tiens aux jeunes en général, c'est vraiment, comme je le disais, de faire le lien avec leur métier, nos métiers et leur quotidien. Nos métiers, en fait, ils sont très concrets, et justement, c'est ce terrain-là, comment on le rappelle. Par exemple, quand ils se lèvent le matin et ils se connectent sur les réseaux sociaux, c'est de la fibre optique qu'on a amenée. Okay. Quand ils vont se doucher, on a amené les réseaux d'eau pour se doucher. En tout cas, c'est ce que je disais, je l'espère, qu'ils se douchent tous les jours. Voilà, que comme on amène l'électricité pour leur permettre d'avoir la lumière, comment on a refait peut-être la piste cyclable qu'ils vont emprunter pour aller au lycée, et montrer aussi toute l'innovation qu'il peut avoir, qu'elle soit technologique ou autre, sur notre secteur. Et là, on donne envie en montrant que ça change. Parce qu'en fait, du concret. Et je crois qu'en fait, on doit montrer aussi, notamment pour les jeunes les plus engagés sur les thématiques environnementales, c'est important pour moi de montrer qu'on peut faire la différence au sein d'une entreprise. Okay. Parce que parfois, on peut voir aussi une envie de se dire, je vais aller chercher un parcours alternatif, et en montrant en fait que l'entreprise change profondément, est vraiment au service des aménagements durables des territoires, ça montre que c'est un domaine d'avenir, ça montre qu'ils peuvent faire la différence. Et je pense que ça leur parle. Mais voilà, je suis plein d'optimisme, en tout cas. À travers ce discours que vous avez et que vous incarnez, je sens que vous avez effectivement un vrai sens en fait, et que vous avez trouvé votre métier, en tout cas vos engagements. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure, c'est ce qui vous anime aussi avec vos collaborateurs à vous lever le matin. Est-ce que vous pensez que ce discours-là, vous êtes aussi le reflet d'une génération qui évolue? Parce que le discours que vous tenez, je l'entends aussi par rapport aux quelques interviews que j'ai pu faire. Vous pensez que ça peut faire écho justement à des personnes d'une 20-30 ans qui justement recherchent ce sens aussi?
Alors oui, c'est un peu un rôle modèle alors du coup que vous avez. Je vous mets pas la pression, mais vous l'avez déjà. Alors j'espère qu'on sera plusieurs, mais c'est vrai que je pense. Alors pareil, c'est toujours. Ce serait trop simple de faire des généralités, mais oui, on voit qu'il y a des attentes qui sont malgré tout plus marquées par les jeunes que les moins jeunes. Mais même si tout le monde, on voit, est aujourd'hui conscient, aujourd'hui a avancé dans ses réflexions et on a besoin et des collaborateurs de tout âge vont me challenger sur la politique qu'on va avoir et j'allais dire heureusement qu'ils sont là. Donc oui, le discours qu'on tient et essayer d'être clair sur la vocation de l'entreprise, la raison d'être, comme on peut le dire, qui est pour moi vraiment d'améliorer la qualité de vie des habitants en aménageant des territoires durables et respectueux du vivant. Aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui peut parler à une population qui veut vraiment faire la différence et notamment des jeunes qui vont se dire je veux plus donner de mon temps finalement uniquement pour un salaire. Et là, on voit quand même qu'il y a un vrai changement. Alors oui, le salaire est important, oui, la qualité de vie au travail est importante aussi. Et il faut aussi mettre en place des choses. Ce dont j'ai moins parlé aujourd'hui, c'est aussi pour la féminisation du secteur, c'est montrer que l'équilibre vie pro est possible. On a mis en place une conciergerie sur notre siège à Vénissieux. On a mis en place un partenariat avec un réseau de places en crèche pour permettre aux femmes comme aux hommes d'avoir aussi un accès à une garde d'enfants peut-être plus facile. Une assistante sociale qui est à disposition aussi si dans des cas en cas de besoin. Et on voit que tout ça, c'est aussi important. Mais au-delà de ça, ils donnent quand même du temps et de l'énergie à un travail. Et il faut montrer que ça a du sens et qu'ils font avancer la société dans la bonne direction. Eh bien, merci beaucoup, Alexandra. Alors, j'avais à peu près 3 400 000 questions, mais je sais que vous avez un emploi du temps hyper chargé. Donc déjà, un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour terminer, je vous propose de passer aux questions pour un parpaing. Alexandra, vous êtes plutôt zen ou stressée ? Je suis zen et stressée, je pense quand même. Je peux être stressée à des moments parce que j'ai quand même énormément forcément de responsabilités. Oui. Mais je suis zen parce que j'arrive à prendre du recul. Évidemment, il y a des choses qui sont forcément stressantes, mais j'arrive toujours à me dire sur la plupart des sujets à bien dormir le soir, donc je reste zen. Texto ou vocal ? Texto. Faudrait passer au vocal. Agenda papier ou numérique ? Numérique. Préparation ou improvisation ? Préparation. Vouvoiement ou tutoiement ? Les deux. Commencer tôt ou finir tard ? Plutôt commencer tôt. Plutôt basket ou escarpin ? Ni l'un ni l'autre. Non, je dirais je suis bottine. Bottine à petits talons. Pizza ou quinoa ? Quinoa. Et rugby ou basket ? C'est dur. C'est dur. Ça aurait été plus simple s'il y avait eu le foot. J'aurais pu ne pas prendre le foot, même si j'aime bien, même si je suis quand même l'OL avec attention. Quand même rugby, parce qu'on est quand même historiquement impliqué avec le Lot Rugby. Et depuis plus de 20 ans, et c'est un club qu'on a vu évoluer et que c'est passionnant, et que le niveau du top 14 est génial. Je suis aussi hyper impliquée à l'Asvel féminin, qui est aujourd'hui en finale de l'Eurocup mercredi prochain. Et c'est aussi passionnant de voir l'évolution de l'équipe. Donc un peu les deux. Donc les deux. Allez, pour finir, parpaing ou sac à main ? Ah là là, moi déjà j'ai un sac à dos, donc déjà ça va pas. Plus parpaing. Bon. Un petit mot de la fin ? Mon mot de la fin, ce serait de dire effectivement, moi j'essaie vraiment de montrer que par l'exemple, c'est naturel en fait d'être dans ce secteur-là. Je me pose pas trop de questions, évidemment, je m'implique sur les initiatives et sur le fait de féminiser le secteur, mais je pense qu'il faut se dire en fait c'est juste naturel. En tout cas, je pense que c'est vu, d'ailleurs, vous avez été classé dans les 100 personnalités de moins de 40 ans, c'est ça ? Oui, c'est le classement Choiseul en fait. Voilà, le classement Choiseul avec des personnalités publiques et privées. Qui s'impliquent dans l'économie, dans le monde de demain en fait, c'est ça ? Exactement, l'économie de demain, et il y a des très beaux profils, donc j'étais ravie et fière d'être là. Il y a du lourd, mais en tout cas, bravo. Vraiment un grand merci, moi j'ai trouvé cet échange très inspirant et j'espère que vos propos vont faire écho, je pense, à plein de personnes assez différentes, tout compte fait, que ce soit des personnes sur le terrain, des personnes plus dans les bureaux, que ce soit dans l'univers du bâtiment ou pas d'ailleurs. Donc vraiment un grand merci. Merci beaucoup. Je continue à vous remercier pour être de plus en plus fidèles aux épisodes de Parpaing et Sac à Main. Ce que je trouve très sympa, c'est qu'apparemment, peu importe que vous soyez issu du secteur du bâtiment ou pas,
Chacun trouve écho différemment suivant les épisodes. Certains adorent les retours très opérationnels et d'autres ont plaisir à écouter les échanges autour des enjeux et des préoccupations actuelles. Je le répète, désolé, mais vos retours sont très importants, ça permet de progresser à chaque épisode. Et vous avez plusieurs manières de le faire, soit bien entendu via mon LinkedIn perso, Stéphanie Gérifaut, ou sur mes différents comptes pro via ma société Digibat. Si vous les appréciez, n'oubliez pas de vous abonner sur les plateformes de diffusion, Deezer, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, Google Podcast, bref, il est de partout. Alors, c'est basique, mais pas tant que ça, parce que du coup, ça permet au podcast d'être davantage mis en avant sur les plateformes. N'hésitez pas, par exemple, à le faire écouter à vos enfants, ça peut peut-être aussi intéresser des centres de formation pour promouvoir davantage ces métiers. Et surtout, si vous avez dans votre réseau des personnes qui correspondent à l'état d'esprit et aux valeurs de Parpaing Sac à Main, alors n'hésitez pas à m'en parler. Allez, à très vite pour un nouvel épisode.